Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Aujourd'hui, je voulais évoquer un sujet dont on parle peu finalement, c'est la transmission d'entreprise. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur mavidepatron.fr. En effet, BPI par exemple, la Banque publique d'investissement, estime à 185 000 le nombre d'entreprises susceptibles d'être transmises chaque année. Donc ce n'est pas rien. Et en fait, en réalité, il n'y en a que 51 000 qui changent effectivement demain. Alors, selon l'Observatoire de la BPCE, et donc, en fait, soit 27% des entreprises transmissibles, ce qui est finalement un petit quart, mais c'est pas tellement. En fait, c'est assez dramatique, parce qu'il y a 3/4 d'entreprises qui ne sont pas transmises, donc dont on perd la trace pour différentes raisons qu'on va voir. Évidemment, les motivations de cession d'entreprise ou de transmission sont diverses. À peu près 60% à cause du départ en retraite du dirigeant. Donc, c'est dans la majorité des cas, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, le dirigeant part en retraite. Mais il y a d'autres raisons, comme des changements de vie professionnelle. On n'aime plus ce qu'on fait, on a envie de changer, peu importe, voilà. Une diversification du patrimoine. Alors, je ne sais pas trop ce que ça représente, c'est-à-dire qu'on va acquérir d'autres entreprises, donc on lâche une autre, on va acquérir une plus grande, enfin voilà, je pense que dans 10% des cas. Et puis, pour des raisons familiales, parce que dans certains cas, soit le conjoint, par exemple, est muté, par exemple, ou il y a une séparation, et qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage, et donc l'entreprise doit être vendue parce que les parts appartiennent pour moitié au conjoint. Je suppose que dans ces cas-là, c'est ce qui se passe, il y a une transmission d'entreprise et ça représente 10% des cas. Donc la majorité des raisons de cession de transmission d'entreprise, c'est le départ à la retraite du dirigeant ou de la dirigeante. Ce qui s'explique aussi avec le vieillissement de la population. La population, finalement, des dirigeants et dirigeantes d'entreprise vieillit comme les autres, avec une pyramide des âges qui ressemble à la population normale. Le départ en retraite du dirigeant, de la dirigeante d'entreprise, c'est donc la raison principale de la cession d'entreprise. Et souvent, d'après les statistiques, c'est après 20 ans à peu près d'expérience minimum. Donc c'est des gens qui ont eu le temps d'acquérir, acquérir de l'expérience dans leur domaine. Et donc il a acquis des compétences. Et ce qui est intéressant, c'est que ces compétences sont transmissibles. Évidemment, je ne parle pas de la personnalité du dirigeant qui est propre et unique à chaque dirigeant ou chaque dirigeante d'entreprise, mais ces compétences sont transmissibles à un dirigeant plus jeune. Et puis l'intérêt de la transmission d'entreprise, c'est de garder les compétences accumulées d'abord aussi par les salariés, parce que quand on a une entreprise avec des salariés, il y a des compétences qui ont été aussi acquises au sein de l'entreprise, au sein d'une culture d'entreprise, auprès de certains clients. Voilà, ça peut se décliner de différentes manières. Et puis, on peut aussi avoir une dynamique commerciale qui est finalement une compétence qui a été acquise par l'entreprise et qui, si cette entreprise s'arrête, cette dynamique, elle est perdue. On peut la recréer ailleurs, mais n'empêche que cette dynamique, elle est perdue. Elle est perdue aussi à l'endroit où elle s'exerce, parce qu'il y a aussi une notion de territoire, finalement, là où l'entreprise s'exerce. Surtout en matière de TPE, de très petites entreprises, on sait bien que ces petites entreprises sont liées au territoire où elles s'exercent. Donc, de mon point de vue, transmettre, c'est plusieurs
plusieurs choses à mettre en évidence. C'est préserver des emplois déjà. Parce que on voit des entreprises qui s'arrêtent avec des salariés où le dirigeant part à la retraite, ils disent moi c'est le temps du repos maintenant, donc je m'arrête et puis j'arrête vos emplois, donc ce qui nécessite en général un licenciement économique, hein. C'est quand même triste d'en arriver là. Évidemment, transmettre, c'est garder les compétences et les savoir-faire, hein. Il y a tellement de savoir-faire, hein, dans de multiples entreprises, dans différentes situations, corps de métier, voilà, enfin, tous les secteurs d'activité possibles d'inimaginables, hein. Il y a des savoir-faire. Je ne parle pas forcément des savoir-faire ancestraux, des artisans, par exemple. Évidemment, ceux-là, il faut qu'ils soient transmissibles aussi, mais il y a d'autres savoir-faire qui sont transmissibles. Il faut pérenniser son entreprise, c'est une raison aussi de transmettre. Une entreprise, c'est une entité qui existe quelque part par la volonté d'un ou plusieurs dirigeants ou dirigeantes, hein, peu importe, hein, il peut l'avoir créé tout seul ou à plusieurs. C'est une entreprise qui existe sur un territoire et donc qui a une existence et donc qui occupe un espace sur un territoire plus ou moins grand, local, régional, national, peut-être, voire international, ça dépend des... Mais il occupe cette place-là. Donc si vous pérennisez pas une entreprise, il va y avoir un vide quelque part. Et évidemment, comme on dit, la nature a horreur du vide. Il va être comblé par d'autres entreprises sur le même secteur, et pas forcément tout de suite. Des fois, il y a des activités qui s'arrêtent, il y a des activités qui se délocalisent parce que le savoir-faire, justement, il est perdu. Donc voilà, vous créez un vide si vous ne pérennisez pas cette entreprise. Ça permet de garder ses clients aussi, hein, de transmettre son entreprise, et puis de garder la confiance des clients aussi. Parce que c'est pas parce que vous partez, vous êtes juste un maillon de la vie d'une entreprise à un moment donné, en tant que dirigeant ou dirigeante d'entreprise. Si vous dites, à un moment, je vais transmettre mon entreprise, et puis c'est quelqu'un d'autre, avec une autre personnalité, certainement, avec d'autres objectifs, d'autres visions, etc., qui va faire fonctionner l'entreprise, on garde la confiance des clients, et on garde cet environnement, cette dynamique commerciale. Peut-être que pour des raisons personnelles, ça ne convient pas à certains clients, voilà, mais en tout cas, en général, ça permet de pérenniser les services et les produits qui sont fabriqués. Et puis, c'est pas négligeable, ça permet de préserver l'activité des clients, parce que les clients, ils se reposent sur vous pour les prestations de services ou pour des produits dont ils ont besoin pour leur activité. Si vous vous arrêtez, donc d'une certaine manière, ils sont obligés d'aller trouver un autre fournisseur, si c'est des je sais pas, des biens, des pièces détachées, enfin peu importe, d'autres produits dont ils ont besoin à un moment donné et qu'ils avaient intégré dans leur chaîne de valeur avec un certain prix, etc. Si cette entreprise-là continue avec le même type de prestations, le même type de produit, vous préservez aussi l'activité de vos clients. Donc c'est quand même, c'est une entreprise, c'est comme j'ai dit, hein, c'est une entité qui existe à un endroit, sur un territoire, dans une commune, dans une communauté de communes, dans une région, et qui occupe une place et qui évidemment déborde de son espace, et qui occupe un espace, comme j'ai dit, mais qui déborde de son espace propre, en termes, disons, géographiques stricts, quoi, parce qu'il va toucher plein d'autres personnes autour qui dépendent de l'entreprise, de son entreprise. Donc pour un client, par exemple, si l'entreprise s'arrête et que c'est un fournisseur important, il va devoir tout recommencer. C'est de trouver la même qualité de produit, la même qualité de service, ou ce qui lui correspond. C'est peut-être pas forcément en termes de qualité, c'est peut-être juste le produit ou le service qui correspond à un moment donné. Donc c'est pas toujours évident de recommencer à partir de rien, hein. C'est de même que créer une entreprise, c'est toujours difficile de créer à partir de rien. Et pour un client, de recommencer avec un fournisseur qui s'arrête pour cause de cessation d'activité, c'est pas toujours facile. Et comme je l'évoquais un petit peu rapidement, le savoir-faire aussi peut être, sur un territoire donné ou lié à un territoire donné. On peut parler évidemment, j'ai parlé des artisans, par exemple. On a parlé beaucoup par exemple, des artisans qui faisaient de la dentelle, par exemple, dans le nord de la France, où il y a un savoir-faire
qui est propre aux dentelières. On a dans notre région des gens qui fabriquent des sous-vêtements, par exemple, notamment sur Brest, une grande marque. Et c'est un savoir-faire particulier, et ça n'existera nulle part ailleurs. Évidemment, il y a d'autres produits équivalents dans le domaine, mais ces personnes-là, souvent des femmes d'ailleurs, ont un savoir-faire particulier. On peut très bien parler et pourtant, voilà, ces gens-là, ils vendent aussi à l'international. Donc, ils ont un territoire, ils occupent une place à l'international avec ce territoire-là. Mais ce savoir-faire, il est lié au territoire où il s'exerce. Un boucher charcutier, par exemple, qui a un certain savoir-faire parce qu'il sait préparer certains plats, il sait préparer la viande, il a ses fournisseurs locaux, il va chercher ses agriculteurs, il choisit les bêtes sur lesquelles il va découper sa viande. Enfin, s'il s'en va à un moment donné sur un territoire, c'est fini. On ne retrouvera pas ce type de lien et cette qualité qu'il va proposer autour de lui. Et donc c'est toujours un drame pour les gens qui bénéficient finalement de ces produits-là et de ce commerce, et qui est aussi un artisan, puisqu'on parle d'artisan de boucher. Donc voilà, son produit, il est local, et son produit, il est lié à un terroir, et ça, c'est très, très important. Même dans le domaine des services, on peut se dire, un service, ça peut s'exercer n'importe où, il y a besoin d'un ordinateur, finalement, enfin, ça dépend des services, évidemment, les services à la personne, ce sont des services à la personne, il faut être auprès des personnes, mais la plupart des services dans le numérique, comme pour nous, par exemple, je pense qu'il y a un savoir-faire, et notamment la connaissance des réseaux formels ou informels de son territoire, constitue une compétence particulière. Si vous n'avez pas cette compétence-là, ce savoir-là, c'est beaucoup plus dur d'exercer son métier après. Et donc, pour preuve, c'est toujours très dur quand on crée une entreprise, de créer une entreprise de service, parce qu'il faut se faire connaître, il faut faire connaître ses services, et ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs années, ça peut, à moins d'un coup de chance sur un contrat ou un autre, on est connu tout d'un coup par une action qu'on a menée. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci, mais en général, ça prend beaucoup de temps. Donc, si l'entreprise s'arrête faute de repreneur, par exemple, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie, quelle perte de connaissances. Un autre aspect non négligeable aussi, quand on parle du départ à la retraite d'un dirigeant ou d'une dirigeante d'entreprise, c'est un peu le capital, c'est même beaucoup le capital accumulé ou la valeur de l'entreprise ou la valeur du fonds de commerce de son entreprise. Et cette valeur-là, elle constitue une sorte d'assurance retraite ou de capital retraite, je ne sais pas comment l'expliquer. Beaucoup de dirigeantes ou de dirigeants d'entreprise, de TPE en particulier, en fait, misent un petit peu sur ce capital-là pour le départ en retraite. Quand on sait que, par exemple, la retraite des dirigeants, la retraite moyenne des dirigeants ou dirigeantes de TPE est très basse. J'ai été regarder les chiffres récemment, donc sur le site de la banque LCL, par exemple, qu'il y a entre 970 et 1050 euros. Vous imaginez le niveau de retraite. Donc il n'est pas complètement absurde de penser que la plupart des chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise, quel que soit leur secteur d'activité, au moment de la transmission d'entreprise, imaginent pouvoir bénéficier de la vente de l'entreprise pour compenser ce niveau de retraite absolument exécrable, très bas. Et donc c'est souvent ce qui se passe. Malheureusement, dans beaucoup de cas, j'ai cité les bouchers charcutiers tout à l'heure, on a beaucoup d'artisans ou de commerçants dans des petits villages en zone rurale, par exemple, qui ne trouvent pas de repreneurs. Donc c'est même pas un problème de coût de vente du fonds de commerce, par exemple. C'est qu'ils ne trouvent pas de repreneurs parce que les repreneurs ou les repreneuses ne veulent pas s'installer en zone rurale ou pour maintes raisons. On peut toujours épiloguer là-dessus, mais c'est un drame parce que ces gens-là qui n'ont pas
pas eu des vies, ils n'ont pas fait des fortunes hein, dans des zones rurales, se retrouvent en plus à partir à leur retraite avec des toutes petites retraites. C'est souvent en plus des couples, ils travaillent souvent en couple hein, dans ces commerces, ou ces boucheries, dans ces boulangeries, des petites épiceries, des choses comme ça. Donc vous imaginez un petit peu voilà, la déception quand ils peuvent pas transmettre ou vendre l'entreprise. Alors qu'ils connaissent parfaitement la population du village, ils savent comment il faut faire, ils savent comment s'approvisionner, etc. Bon, il existe pas mal de programmes, on pourra en parler sur d'autres podcasts, pour de revitalisation des bourgs ruraux, par exemple. Mais voilà, ça c'est un drame de la transmission d'entreprise. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est que beaucoup de dirigeants ou de dirigeantes d'entreprise estiment qu'ils ont travaillé pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils ont travaillé 50 heures, 60 heures, voire plus par semaine. Et donc, ils ne comprennent pas que ces heures ne soient pas valorisées au niveau de la retraite. C'est-à-dire qu'on a le même nombre de trimestres qu'on ait bossé 35 heures, ou 40, ou 50, ou 60 heures semaine. Donc du coup, quand on arrive au moment de la retraite, on se dit « mais non, mais c'est pas possible, quoi. En fait, moi, j'ai travaillé le double du nombre d'heures légales de travail pour un salarié, et finalement, je vais toucher moins, parce que les caisses de retraite, enfin les régimes de retraite sont moins favorables pour les travailleurs, ce qu'on appelle non salariés, les TNS, hein, et donc tout ça constitue souvent une injustice un peu criante, une injustice totale pour beaucoup de dirigeantes et de dirigeants d'entreprise. Et puis enfin, le dernier point, c'est le volet fiscal de la transmission d'entreprise. Quand on voit les procédures, de la complexité de la transmission au niveau fiscal, qui est quand même une complexité sans nom en France. Hein, alors évidemment, compte tenu de tout ce que je viens de dire, les dirigeants d'entreprise ou les dirigeantes d'entreprise qui cessent leur activité pour partir à la retraite cherchent à minimiser évidemment la taxation qui va leur être imposée. Il n'est pas question d'échapper à l'impôt, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, si une entreprise fonctionne, elle fait une plus-value, donc voilà, cette plus-value contribue à la richesse finalement de l'état dans lequel cette entreprise s'exerce, ça me choque pas. Par contre, il y a quand même des taxations qui sont assez élevées. Et puis surtout, il y a des cas d'exonération en tout genre, suivant les situations, le départ à l'âge de la retraite dans les moins de 2 ans, plus de 2 ans. Les abattements, c'est une jungle sans nom. Il faut arriver à jongler à travers tout ça. Et finalement, comme j'ai dit, ça ne tient pas compte du tout de l'effort qui a été accompli auparavant. C'est-à-dire que voilà, si vous avez travaillé 30 ans de carrière avec des horaires indus, tout ça évidemment n'est pas pris en compte au moment de la transmission, dans tous les abattements éventuels ou dans la taxation qui va être menée par sur vos plus-values. Et puis encore une fois, hein, on est dans le cas de très petites entreprises. Hein, ce podcast s'adresse à des dirigeantes ou des dirigeants d'entreprises de très petites entreprises. Et on n'est pas du tout dans le cas des parachutes dorés des dirigeants du CAC 40. Hein, donc voilà. Qui vont eux-mêmes être taxés, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est dans des proportions, évidemment, les restes sont quand même pas dans les mêmes proportions. En conclusion, la transmission d'entreprise, des entreprises est un enjeu de société. C'est un enjeu humain, parce qu'il ne faut pas considérer les gens qui ont travaillé pendant des années à la tête de leur entreprise. C'est un enjeu financier, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et c'est un enjeu de performance globale pour l'État, ou enfin en tout cas local, y compris local, c'est-à-dire départemental, régional, voire de l'État, parce que si vous arrêtez des entreprises, ça va se répercuter plus tard. La transmission d'entreprise doit être préparée à l'avance par les dirigeants de TPE ou les dirigeantes de TPE. Et surtout, et ça devrait être vraiment un enjeu capital, ça devrait être accompagné par les pouvoirs publics. Car sinon, je pense que le coût caché de la création d'entreprises pour remplacer ces entreprises ou la délocalisation de ces entreprises ou de ces activités-là, il va être bien plus élevé pour l'État que si on jouait le jeu de la transmission d'entreprise. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing.
contactez-moi sur maviedepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.